Takeshi Obata est l'un des mangaka les plus influents de sa génération. Il s'est imposé comme l'un des grands illustrateurs du shonen moderne et il est connu pour son style ultra détaillé et son talent exceptionnel pour représenter des scènes de tension. Il est l'homme derrière des œuvres cultes comme Death Note, Bakuman, Hikaru no Go ou encore Platinum End. Son travail a redéfini les codes du manga, il a apporté une approche plus cinématographiste et réaliste au dessin. En collaborant avec des scénaristes talentueux comme Tsugumi Oba et Yumi Ota, il a su créer des histoires qui allient suspense, réflexion et ambition artistique. Comment a-t-il commencé sa carrière? Quelles ont été ses influences et ses inspirations? Et surtout, comment son style a évolué au fil des années pour marquer l'histoire du manga. Dans cette vidéo, on va plonger dans le parcours exceptionnel de Takeshi Obata, de ses débuts jusqu'à ses œuvres les plus récentes. Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un grand nom du manga, Takeshi Obata. C'est lui qui est derrière des chefs-d'œuvre comme Hikaru no Go, Death Note ou encore Bakuman. C'est un des rares mangaka à avoir lâché plus de 2 bangers dans le top des mangas les plus vendus de l'histoire. Comme d'habitude, je compte sur vous pour vous abonner, pour liker, pour commenter. Et sur ce, on est parti. Takeshi Obata, il est né le 11 février 1969 dans la préfecture de Niigata. Dès son plus jeune âge, il se passionne pour le dessin, influencé par les mangas qu'il lit et les animés qu'il regarde à la télévision. Il est par exemple très fan de Cyborg 009 de Shotaro Ishinomori. Shotaro Ishinomori, on en a parlé plusieurs fois, c'est un grand nom du manga des années 70 et il a formé plusieurs mangaka comme Go Nagai par exemple. Cyborg 009, c'est un manga de science-fiction qui raconte l'histoire de 9 individus enlevés par Black Ghost, une organisation mafieuse, qui les a transformés en cyborgs pour les utiliser comme des armes. Mais ces 9 cyborgs, ils vont se rebeller et ils vont combattre cette organisation. Obata, il kiffe ce manga et il va le lire et le relire jusqu'à le connaître par cœur. Alors qu'il est encore en primaire, il va publier une première petite histoire dans le journal de l'école. Malheureusement, j'ai pas pu trouver d'image. Apparemment, c'était une histoire un peu farfelue d'un héros qui se transforme en pocket warmer. Les pocket warmers, c'est des petites pochettes portables pour se réchauffer les mains ou qu'on met dans les poches. En vrai, j'ai trouvé cette information dans une seule source, donc à prendre avec des pincettes. Ça m'a l'air quand même bien chelou. Pour ce qui est de son enfance ou de sa jeunesse, on n'a pas beaucoup d'informations. On arrive à bien retracer son parcours à partir de 1985. C'est l'année où il remporte le deuxième prix Tezuka du nouvel auteur à l'âge de 16 ans. Il est encore au lycée et cette première œuvre qui lui fait gagner ce prix prestigieux, c'est Goyaku Konen no Shinwa qu'il avait envoyé à un concours organisé par le Weekly Shonen Jump. C'est une œuvre dont le titre veut dire mythologie à 500 années-lumière, et c'est une histoire de science-fiction. Comme vous pouvez le voir sur ces planches, c'est clairement très inspiré de Cyborg 009. Le jury va saluer le talent en dessin d'Obata, mais il va être plus nuancé sur la qualité du scénario. Et vous allez voir que cette histoire de scénario, elle va nous suivre tout au long de la vidéo. Grâce à cette victoire, il va démarrer sa carrière, donc très tôt, en intégrant l'équipe éditoriale du Shonen Jump en tant qu'assistant mangaka. Il va d'abord être encadré par Makoto Niwano, qui est surtout connu pour son œuvre Bomber Girl. C'est un manga mêlant humour et ecchi, où on suit Emi Rashomon, une chasseuse de primes qui utilise son sex appeal pour éliminer ses adversaires. Niwano, il est plus que satisfait du travail d'Obata, et il dit que ses dessins sont incroyables pour son jeune âge. Obata, il va aussi être formé par un autre mangaka, Ryuji Tsujihara, qui a sorti plusieurs œuvres autour des sports automobiles, étant donné que lui-même était mécanicien avant de devenir mangaka. Au Shonen Jump, Obata il va aussi rencontrer Nobuhiro Watsuki, qui deviendra plus tard le créateur de Kenshin le Vagabond. Il est un peu plus âgé que lui, et donc Nobuhiro Watsuki va le considérer un peu comme un mentor. Pendant toute cette période, il perfectionne sa technique en travaillant sur différents mangas et en étudiant les codes narratifs et graphiques du shonen. Il développe un style à la fois détaillé et fluide, qui deviendra sa marque de fabrique dans les années suivantes. Après cette période d'incubation, il va faire ses vrais débuts en tant que mangaka avec Cyborg Jishanji en 1989. Pour cette première réalisation, il va signer avec le nom de plume Shigeru Hijikata. Pour la ref, Shigeru Hijikata, c'est un des personnages principaux d'Ultraman. C'est pas le seul pseudo d'Obata, qui utilisera aussi Ken Kobatake pour signer quelques œuvres. Cyborg Jishanji, c'est une comédie d'action et de science-fiction qui raconte l'histoire de Tokujiro Kaizu, un brillant scientifique qui décide de se transformer en cyborg pour pouvoir s'occuper de sa ferme pendant ses vieux jours. C'est une histoire qu'Obata qualifie lui-même de bizarre, et il pensait pas du tout qu'il allait pouvoir la sérialiser. Mais le papy, il a un vrai flow, les chapitres ils sont rythmés, et le dessin il est déjà impeccable. Avec cette œuvre, il pose les bases de son style. C'est aussi une œuvre intéressante parce qu'Obata il a écrit l'histoire lui-même. Je vous l'ai dit rapidement tout à l'heure, mais quand il avait remporté le prix Tezuka avec Konen no Shinwa, le jury il avait émis quelques réserves sur son scénario. En gros, l'histoire était pas terrible. Et en fait, écrire des scénarios, c'est pas vraiment son truc. Lui, ce qui l'intéresse vraiment, c'est de dessiner, et il aimerait pouvoir s'y consacrer pleinement. On se rend pas toujours compte, mais le travail de mangaka il englobe énormément de compétences. Au-delà du dessin, faut penser toute l'histoire, le découpage des scènes, la création des décors et plein d'autres détails. Il y en a qui parviennent à jongler parfaitement entre les deux, mais on sous-estime le rôle des scénaristes derrière des énormes succès. On en parlera d'ailleurs bientôt dans une autre vidéo. Cyborg Jishanji, ça va s'étendre sur 4 tomes. Et même si ça n'a pas un grand succès, Obata va commencer à se faire remarquer dans l'industrie. Ce qui va marquer un tournant décisif, c'est quand il va justement pallier à ses lacunes dans l'écriture de scénario, et pour ça il va collaborer avec d'autres scénaristes. Ça va complètement le satelliser et il va envoyer banger sur banger.
On va commencer en douceur avec ses premières collaborations. La première notable, c'est Arabian Lamp Lamp. C'est aussi connu en France sous le titre de Rampu, le génie au point d'acier. C'est un pur shonen créé en 1991 et pour le faire, Takeshi Obata va s'associer au scénariste Susumu Sendo. Ça va être prépublié dans le Weekly Shonen Jump entre 91 et 92 et ce sera compilé en 3 volumes. L'histoire elle se déroule dans un univers médiéval au thème oriental. On suit Toto qui vit avec sa sœur Leila dans un village au pied des montagnes. Mais chaque soir de pleine lune, les djinns descendent de la montagne pour venir prendre les âmes et les corps des humains. Si ces djinns ils sont devenus maléfiques, c'est à cause de Dogra Magul, un démon qui les a asservis. Un soir après une attaque, Leila, la sœur de Toto, elle va se faire prendre son âme. Pour la récupérer, il va partir avec Lukir pour libérer Rampu, un génie ultra puissant qui est le seul à pouvoir vaincre Dogra Magul et ses djinns. Comme je vous ai dit, c'est un pur shonen, on y retrouve tous les codes. Un protagoniste qui se fait des compagnons au cours de sa quête et qui affronte des ennemis de plus en plus puissants. Et côté graphique, on est dans un style encore une fois pur shonen, on a l'impression de lire un mix entre Fairy Tail, Dragon Ball et Hunter x Hunter. Moi, c'est clairement ma came. Le manga il est court avec seulement 3 volumes, mais on peut voir le potentiel pour devenir une série longue. Et vous allez aussi voir que Obata il aime pas trop les séries longues. Entre le scénario de Susumu Sendo qui combine parfaitement les éléments fantastiques à des grands thèmes universels et les dessins soignés de Obata, on a devant nous une vraie pépite. Le succès il est modeste, mais ça reste une étape importante dans la carrière d'Obata. Il a réussi une première collaboration et il a encore aiguisé son sens de la narration visuelle. Pour la prochaine œuvre, Obata va complètement changer de genre et s'attaquer à un manga de sport. Cette nouvelle œuvre, c'est Shikarabito Densetsu, qui se traduit par la légende de l'homme le plus fort. Pour ce nouveau projet, il va s'associer à Masaru Miyazaki pour le scénario. Rien à voir avec Hayao Miyazaki. C'est un mangaka qui écrit principalement des seinen et des shonen et qui est très prolifique. Il a dessiné que sur un seul de ses mangas et il se concentre plutôt sur les scénarios, contrairement à Obata. Shikarabito Densetsu, ça a été prépublié dans le Weekly Shonen Jump entre 1992 et 1993. Comme je vous l'avais dit dans la vidéo sur les top mangas de sport US, au Japon il y a quasiment un manga pour chaque sport. Et Shikarabito Densetsu, c'en est un bon exemple. C'est un manga biographique qui plonge les lecteurs dans l'univers du sumo et qui retrace les premières années des frères Takanohana qui sont des légendes du sumo. On a Wakanohana Masaru qui est l'aîné et Takanohana Koji le petit frère. Si c'est des légendes, c'est parce que c'est la première fois dans l'histoire du sumo que 2 frères ont atteint le grade le plus élevé, à savoir Yokozuna. Les Japonais, ils ont raffolé de cette ascension en famille, et grâce à eux, le sport il est redevenu très populaire dans les années 90. Avec cette œuvre, on suit l'ascension des 2 frères, et on en apprend plus sur leur héritage familial en évoquant leur père, Takanohana Toshiaki, lui-même ancien lutteur de sumo respecté. Cette fois-ci, Obata va utiliser un trait beaucoup plus réaliste, et grâce au travail de Masaru Miyazaki, on est immergé dans les coulisses de ce sport, et on découvre tous les défis, les sacrifices, et la discipline qui est nécessaire pour devenir un grand lutteur de sumo. Encore une fois, c'est pas un immense succès, mais Obata il montre à quel point il peut être polyvalent et adapter son style au scénario. C'est un jalon de plus vers ses futurs succès. Pour sa prochaine œuvre, Obata va collaborer à nouveau avec Masaru Miyazaki. Et cette nouvelle collaboration, elle va s'avérer payante puisque ce sera la première œuvre de Obata qui sera sérialisée. Ce nouveau manga, c'est Karakuri Zoshi Ayatsuri Sakon, connu aussi sous le titre de Sakon le ventriloque. La série, elle a été prépubliée dans le Weekly Shonen Jump entre 95 et 96, puis compilée en 4 tomes. L'histoire, elle suit Sakon Tachibana, un jeune marionnettiste de 16 ans, petit-fils du célèbre maître de Bunraku, Saimon Tachibana. Le Bunraku, c'est un type de théâtre japonais qui date du XVIIe et qui consiste à manipuler des grandes marionnettes en restant visible pour le public. Notre héros, Sakon, il est extrêmement timide et il manque de confiance en lui. Mais il va gagner en confiance en manipulant Ukon, une marionnette créée au début de l'ère Meiji par le maître artisan Unosuke Koizumi. Contrairement à la nature réservée de Sakon, Ukon il possède une personnalité extravertie, bavarde et parfois insolente. Ensemble, ils parcourent le Japon et ils se retrouvent fréquemment confrontés à des affaires criminelles mystérieuses qui s'efforcent de résoudre. La dualité entre Sakon et Ukon, c'est le cœur de la série. Dès que Sakon anime Ukon, il devient plus confiant et perspicace. Il va alors utiliser ses talents de ventriloque et de marionnettiste pour démasquer les criminels. L'adaptation animée elle comportera 26 épisodes et elle sera diffusée en 1999. Elle est plutôt fidèle au manga et visuellement c'est assez propre. Je trouve que ça a pas trop mal vieilli. Avec cette œuvre, Obata il connaît sa première adaptation en animé et ça lui donne énormément de force. Je suis pas rentré dans le détail de toutes ses œuvres, mais pendant cette période, il a sorti plusieurs one-shots. Il avait bien démarré en 85 avec sa première œuvre, mais depuis, ça tâtonne un peu. Il a du mal à faire une vraie percée et à sortir une série vraiment populaire. Mais tout va changer avec sa prochaine rencontre. En 1998, Obata il est choisi par le Shonen Jump pour s'attaquer à un projet risqué. À cette époque, les lecteurs de manga, ils viennent de prendre une claque avec DBZ, ils sont à fond dans le shonen. Le nouveau défi d'Obata, ça va être de rendre sexy un jeu de plateau très populaire en Asie, le jeu de Go. Avant de plonger dans sa nouvelle œuvre, Hikaru no Go, je vous propose une petite explication rapide de ce qu'est le jeu de Go. Déjà, c'est un jeu qui est très ancien. Ce serait même le plus ancien jeu de stratégie connu. Il aurait été créé en Chine dès le 8e siècle avant Jésus-Christ, puis serait exporté en Corée, puis au Japon des siècles plus tard. Il y a même des légendes qui disent que ça a 4000 ans, mais il n'y a rien de prouvé scientifiquement.
Aujourd'hui, c'est encore beaucoup joué, et les boss du game actuellement, c'est la Chine et la Corée. Le Japon arrive juste derrière. Et même si 90% des joueurs mondiaux sont en Asie, il y a aussi une scène internationale et même des clubs en France. C'est souvent comparé aux échecs, et même si ça paraît plus accessible, les parties peuvent rapidement devenir très complexes. Le Go, ça se joue à deux sur un plateau appelé Goban. Il est composé de 19 lignes horizontales et 19 lignes verticales qui forment une grille. Il y a un joueur avec des pierres noires et un joueur avec des pierres blanches. Chacun doit placer tour à tour une pierre sur une intersection vide, et c'est les noirs qui commencent toujours la partie. L'objectif, c'est de contrôler le plus grand territoire possible en délimitant des zones avec ses propres pierres. On peut aussi capturer les pierres de l'adversaire en les entourant complètement. Voilà grosso modo comment ça se joue. Il y a un concept central du Go qu'on retrouvera dans le manga de manière omniprésente, c'est la quête du coup divin, qui est une stratégie parfaite que tous les joueurs aspirent à maîtriser. Maintenant qu'on a un peu les bases, on peut avancer. Pour relever ce challenge, Obata s'est associé à deux partenaires indispensables. On a Yumi Ota qui est en charge du scénario et Yukari Umezawa qui est une joueuse de Go professionnelle et qui va superviser la création du manga. Au départ, Obata se demande comment il va réussir à rendre le Go attractif aux jeunes, alors que c'est plutôt réputé à cette époque-là comme un truc de vieux. C'est pour ça qu'il décide de faire un personnage principal joyeux et turbulent auquel les enfants peuvent s'identifier. L'histoire, elle débute avec Hikaru Shindo, un collégien banal, qui en fouillant dans le grenier de son grand-père découvre un ancien Goban taché de sang. Ce Goban, il est hanté par l'esprit de Fujiwara no Sai, un maître de Go d'une autre époque, dont la passion pour le jeu est si intense que son esprit est resté lié au monde des vivants. Sai, il aspire à atteindre la main de Dieu, le coup parfait au Go. C'est le concept dont on a parlé en introduction. Grâce à cette rencontre surnaturelle, Hikaru il va plonger dans le monde du Go, et au départ il va servir de médium pour que Sai puisse jouer, et petit à petit il va se prendre de passion pour le jeu. Comme je vous l'ai dit, tout tourne autour de ce coup divin, et Hikaru il finit par réaliser que le Go il nécessite deux joueurs de force égale pour révéler toute sa profondeur. D'après la légende, le dieu du Go il serait solitaire, et il attend qu'un joueur atteigne un niveau suffisant pour l'affronter. Les trois personnages principaux c'est Hikaru dont on vient de parler et qui va se révéler au fur et à mesure. Ensuite, on a Fujiwara no Sai qui est l'esprit d'un ancien maître de Go et qui sera à la fois mentor et ami d'Hikaru. Il est obsédé par le Go et sa quête du coup divin ou main de Dieu, c'est la toile de fond de l'histoire. Enfin, le dernier personnage important, c'est Akira Toya, qui est un jeune prodige du Go. Ce sera le principal rival de Hikaru et il va être obsédé par le battre. Hikaru no Go, ça explore des thèmes profonds. Déjà, on suit l'évolution de Hikaru, qui passe d'un novice désintéressé à un joueur ultra investi, et on se retrouve à stresser et à vibrer avec lui. Ensuite, la rivalité entre Hikaru et Akira, elle ajoute pas mal de tension au récit. Mais on se rend aussi compte que cette rivalité, elle est à la frontière de l'amitié. Ça montre comment un rival peut nous aider à nous développer. Enfin, il y a clairement une dualité entre tradition et modernité, un peu à l'image de la société japonaise. Ici, on met en scène un jeu ancestral dans un contexte contemporain. C'est une bonne manière de préserver les traditions. Avec Hikaru no Go, Obata connaît enfin son heure de gloire. Et toutes ces années de travail, elles sont finalement récompensées. Le succès, il est phénoménal et ça va s'écouler à 25 millions d'exemplaires. C'est autant que des grosses œuvres comme Ashita no Jo ou Toriko. Le manga, il est publié dans le Weekly Shonen Jump de 98 à 2003 et il sera compilé en 23 volumes. L'œuvre, elle a remporté plusieurs distinctions, dont le 45e prix Shogakukan dans la catégorie Shonen en 2000 et le prix de la nouveauté du prestigieux prix Osamu Tezuka en 2003. C'est la consécration. Au-delà du succès critique et commercial, le manga il a eu un impact tangible sur la popularité du Go auprès des jeunes. Avant Hikaru no Go, le Go s'était perçu comme un jeu de vieux. Mais dès la sortie, les inscriptions au club de Go elles ont augmenté de manière significative. C'est pas la première fois qu'on voit un manga qui impacte réellement toute une génération. On l'avait vu avec Hiromu Arakawa et son œuvre Silver Spoon qui a fait exploser les inscriptions au lycée agricole, ou encore Slam Dunk qui a importé le basketball au Japon. Le manga il a un énorme pouvoir auprès des jeunes générations. Côté style graphique, Obata il est toujours de plus en plus chaud. Il arrive à saisir toute l'intensité des parties et à retranscrire l'émotion des personnages. On est dans un style qui rappelle un peu ce qu'il avait fait avec Rampu, mais encore plus détaillé. Là où il est super chaud, c'est qu'il arrive à transformer une partie de Go en véritable champ de bataille, et il fait d'un mouvement de pierre un coup intense. On a l'impression de regarder un combat épique. Ce qui met encore plus dedans, c'est que les différents coups et stratégies sont expliqués de manière ultra simple, et on apprend à jouer en même temps que Hikaru. C'est cette immersion qui rend l'apprentissage vraiment easy. Dernier élément qui ajoute un vrai truc, c'est le flow de Sai. C'est un personnage qui est vraiment charismatique et qui nous fait plonger dans une ambiance mystique et historique. Je pense que vous avez compris, j'ai vraiment kiffé ce manga, je trouve que c'est une vraie pépite pas assez connue. Avec cette œuvre, Obata il se révèle et se fait un nom, ce qui lui permettra d'enchaîner sur d'autres projets. Ce qui est intéressant avec Obata, c'est qu'il aime pas les longues séries. Un peu comme Junji Ito. Son truc c'est de varier les plaisirs. Il aime les nouveaux défis, les nouvelles histoires, les nouveaux personnages. En bref, il déteste revenir sur ses anciens dessins et retravailler encore et encore la même histoire. Et vous allez voir qu'il a pas fini de lâcher des bangers. La publication d'Hikaru no Go, elle se termine en juillet 2003. Et dès décembre de la même année, il y a une nouvelle pépite qui est prépubliée dans le Weekly Shonen Jump et qui va tout casser à sa sortie. C'est une œuvre comme on en fait tous les 10 ans, cette pépite c'est Death Note. Pour le réaliser, Obata va s'associer à Tsugumi Oba. À travers les vidéos de la chaîne, on a vu que les mangakas sont en général très discrets.
Mais Tsugumi Ohba, c'est carrément un fantôme. D'ailleurs, Tsugumi Ohba, c'est même pas son vrai nom, mais un pseudo. On connaît pas son identité, son sexe, sa date de naissance, et c'est un secret bien gardé de la Shueisha. Alors vous imaginez bien, les fans ils ont fait des recherches et des théories pour essayer de trouver son identité. Il y en a qui disent que c'est sans doute un mangaka connu, et que même si Tsugumi c'est un prénom féminin, ça veut rien dire étant donné que c'est un pseudo. Du coup, je suis désolé, mais je peux pas vous montrer de photos. Personne sait à quoi il ressemble. Je suis tombé sur 2-3 trucs sur le net, mais honnêtement, je pense que c'est du troll plus qu'autre chose. On connaît quelques petits détails sur lui, qu'il a bien voulu partager, comme par exemple le fait qu'il aime travailler assis sur une chaise en repliant les genoux, carrément comme elle. C'est de là que ça viendra. Parmi toutes les théories des fans sur son identité, celle qui revient le plus souvent, c'est qu'il s'agirait de Hiroshi Gamo, qui a fait un carton dans les années 90 avec Totemo Lukiman. Ce qui les a amenés à cette conclusion, c'est que dans Bakuman, l'oncle du personnage principal, il travaillait sur un manga de gag, comme Hiroshi Gamo. Et les storyboards de Ohba, ils ressembleraient beaucoup à son style de dessin. Je vous laisse vous faire votre propre avis sur le sujet. Ce qui est assez ouf, c'est qu'on connaisse pas son identité alors qu'il a bossé sur 3 grosses œuvres avec Obata. Donc Obata et Ohba, ils s'associent pour créer Death Note, avec Ohba au scénario. Pour ce qui est des origines du manga, en creusant un peu, j'ai découvert que le grand Shigeru Mizuki, très connu pour Kitaro le Repoussant, il a publié un manga intitulé Le Carnet Miraculeux en 1973 et qui raconte l'histoire d'un carnet qui cause la mort de tous ceux qui y sont inscrits. Tsugumi Ohba, lui, il dit qu'il n'avait aucune inspiration particulière quand il l'a écrit, mais c'est vrai que la similitude, elle est quand même troublante. A l'origine, le manga il devait être beaucoup plus simple, avec une approche plus orientée vers le surnaturel et moins sur l'affrontement intellectuel entre Kira et elle. Mais Obata, il aurait insisté sur un design réaliste et sombre. Pour les rares personnes qui n'ont pas encore vu ce chef-d'œuvre, je vais vous faire un rapide résumé. L'histoire, elle commence dans le monde des Shinigami, qui sont les dieux de la mort. Dans leur dimension, ils s'ennuient terriblement. Et l'un d'entre eux, Ryuku, ce qu'il s'amuse à faire pour tuer l'ennui, c'est de laisser tomber son Death Note dans le monde des humains. Le Death Note, c'est un carnet qui permet de tuer tous ceux dont le nom y est inscrit. Il est régi par plusieurs règles et il permet par exemple de spécifier les circonstances de la mort de celui dont on écrit le nom. Il va tomber entre les mains de Light Yagami, un lycéen surdoué, et qui va voir dans ce carnet une opportunité de changer le monde. Il va s'improviser en véritable dieu, se baptiser Kira, et utiliser le Death Note pour éliminer ceux qu'il considère comme des criminels. Forcément, ça va poser des énormes questions morales, et il va finir par se faire rechercher par la police. Étant donné qu'il est chaud et dangereux, il y a le meilleur détective au monde, elle, qui va se mettre sur le coup. À partir de là, ça part dans une bataille de stratégie, comme une vraie partie d'échecs, où Kira et elle y jouent au chat et à la souris en utilisant leur cerveau surpuissant. Avant Death Note, j'avais jamais vu une tension pareille et un scénario aussi travaillé dans le manga. Et personnellement, je trouve que ça teste même des grands thrillers du cinéma. L'ambiance, elle est globalement assez sombre. Le suspense, il est permanent, il y a des personnages hyper charismatiques, et les twists, ils te mindfuck. Je sais pas de quel team vous êtes, mais si on parle de flow, elle, il est quand même dans une autre dimension. Pareil pour les Shinigami, et Ryuko en particulier, qui a un vrai character design. En plus du scénario de fou écrit par Ohba, le dessin d'Obata il est incroyable. Cette fois-ci, il revient à un style super réaliste, aussi bien au niveau des décors que des expressions faciales, dont il arrive à retranscrire toutes les émotions. Avec tous ces ingrédients, Death Note ça va être un carton. Ça va s'écouler à 30 millions d'exemplaires et c'est un phénomène mondial. C'est complètement nouveau dans le paysage manga et ça va même attirer des novices du genre. Je vous passe tous les prix que ça a remporté, mais c'est un énorme succès critique. Contrairement au shonen classique, dans Death Note, c'est pas des combats physiques qui donnent du rythme, mais des combats intellectuels et psychologiques, avec comme toile de fond le parallèle entre la justice et la morale. Avec Death Note, Obata il devient une référence incontournable du manga contemporain. Ça va influencer pas mal de mangas, et je pense notamment à Code Geass sur lequel je me suis précipité après la fin de Death Note, tellement j'étais en manque. Death Note c'est la référence dans le thriller psychologique, et un des mangas les plus accessibles pour ceux qui découvrent cet univers. Sur le plan médiatique, Death Note a également généré des controverses. Il y a eu plusieurs affaires de jeunes ayant tenté d'utiliser des fausses Death Note dans des écoles et qui ont conduit certains pays comme la Chine à interdire le manga. Il y a même eu des affaires criminelles qui en ont été inspirées, mais je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo. En plus des adaptations japonaises et du controversé film Netflix de 2017, l'histoire elle a inspiré de nombreux thrillers modernes avec une tension psychologique élevée. Grâce à Death Note, Takeshi Obata il a consolidé son statut de mangaka incontournable en imposant son style réaliste et détaillé comme une référence du genre. L'un des éléments les plus novateurs de Death Note, c'est son découpage cinématographique. Obata il a travaillé sur des planches ultra détaillées avec un jeu d'ombre qui renforce le suspense. Il a également mis en place une mise en scène ultra stylisée, utilisant des angles dramatiques et des expressions faciales marquées. Pour terminer sur Death Note, je voulais vous parler des différentes adaptations. Bon, forcément, je suis obligé de parler de l'anime. C'est clairement une masterclass, et je pense qu'on est beaucoup à avoir découvert ce manga par ce médium. Même si de manière générale, je suis beaucoup plus manga papier que animé, faut avouer qu'il y a des adaptations particulièrement réussies, et Death Note, ça en fait clairement partie. Mais avec son succès phénoménal, va y avoir plein d'adaptations différentes, et plus ou moins réussies. Un roman en 2006 où on en apprend plus sur les origines de elle, un jeu vidéo en 2007 sur Nintendo DS, une comédie musicale et un drama en 2015, et côté film, on a eu le droit à 3 tentatives. 2 films en 2006, un autre en 2008, puis en 2009, et plus récemment une production américaine diffusée sur Netflix en 2017. Je préfère pas m'exprimer sur les films en live action, je vous laisse deviner ce que j'en pense. Donc voilà, en 2006, Obata il est vraiment à son prime.
Il vient de lâcher 2 classiques de suite, Hikaru no Go qui est une œuvre un peu plus confidentielle, et Death Note qui a attiré même les novices dans le manga. Son niveau de dessin il est hallucinant, et en plus de ça il a une vraie capacité d'adaptation en fonction des scénarios. Mais si vous vous imaginez qu'il va s'arrêter là, c'est mal connaître le personnage. Après le succès de Death Note, Takeshi Obata et Tsugumi Ohba ils se retrouvent pour une œuvre complètement différente, Bakuman. Contrairement au thriller psychologique, Bakuman c'est un manga qui plonge directement dans les coulisses du monde du manga. L'histoire elle suit Mashiro et Tagaki, 2 lycéens qui rêvent de devenir mangaka et d'être publiés dans le Shonen Jump. À travers leur parcours, on découvre les réalités du métier. Les contraintes éditoriales, l'impact des votes des lecteurs, la pression des deadlines et la rivalité entre les auteurs. Avec ce manga, Obata il a pu illustrer sa propre expérience du milieu. Il y dépeint des éditeurs autoritaires, des mangaka en burn-out et l'impact du succès sur la vie personnelle. Bakuman montre que réussir dans l'industrie du manga, c'est une bataille constante, bien loin du rêve idéalisé. Visuellement, Bakuman adopte un style plus simple que Death Note, mais toujours précis et expressif. Chaque personnage il a une personnalité forte et Obata il prend le temps de dessiner les mangas fictifs créés par Mashiro et Tagaki, ce qui ajoute une couche de réalisme fascinante. Succès critique et commercial, Bakuman ça a été adapté en animé et en live action, et ça confirme encore une fois le talent du duo Ohba-Obata. Avec 15 millions d'exemplaires vendus, c'est pas une œuvre anecdotique, c'est autant que des œuvres comme Beck ou Dr. Stone. Le film en live action, qui est sorti en 2015, il a généré plus de 10 millions d'euros au bout de 4 semaines. On peut dire que ça a bien marché. Ce que j'ai trouvé ouf avec Bakuman, c'est qu'Obata, comme avec Hikaru no Go, il arrive à nous mettre à fond dans une discipline qui à la base n'a rien de super excitant. Il n'y a pas de combat épique avec des pouvoirs surnaturels, et pourtant il nous tient en haleine et il arrive à introduire beaucoup d'intensité. C'est aussi exceptionnel pour tous les fans de manga, et encore plus pour les aspirants mangaka, puisqu'il nous dévoile tous les coulisses du métier et de l'industrie. Si votre rêve c'est de créer un manga, foncez, vous n'allez pas être déçus. Bon, on en a fini avec les 3 œuvres les plus connues d'Obata. Comme on vient de le voir, l'écriture de scénario, c'est pas vraiment son truc. Lui, ce qu'il aime, c'est se concentrer que sur le dessin. Sa plus grande force, c'est qu'il arrive à adapter son trait en fonction du scénario. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Donc là, on vient de voir ses œuvres les plus connues, mais il a sorti plein d'autres mangas qui sont super intéressants. Et je vous propose d'en faire un petit listing. On va démarrer ce petit listing avec All You Need Is Kill. C'est à la base un light novel écrit par Hiroshi Sakurazaka et illustré par Yoshitoshi Abe. C'est publié en 2004 par la Shueisha, puis ça a été adapté en manga par Takeshi Obata et scénarisé par Ryosuke Takeuchi. Ça a été finalement reprépublié dans le Weekly Young Jump en 2014. L'histoire elle est assez folle et elle va sans doute vous rappeler un film plutôt connu. L'histoire elle se déroule sur une terre envahie par des extraterrestres appelés Mimics. On suit Keiji Kiriya, nouvelle recrue de la Force de Défense Unie, la FDU, qui est tuée lors de sa première bataille. Quand il va se réveiller, il se retrouve la veille du combat, et il est piégé dans une boucle temporelle qui le force à revivre sans cesse le même jour. Il va profiter de cette situation, et il va améliorer progressivement ses compétences militaires. Il va finalement se rapprocher de Rita Vrataski, surnommée la Full Metal Bitch, une soldate d'élite ayant elle-même vécu une expérience similaire. Ensemble, ils tentent de percer le secret des Mimics et de mettre fin à la boucle temporelle. Le roman il a largement inspiré le film Edge of Tomorrow avec Tom Cruise et Emily Blunt sorti en 2014. On va pas se mentir, c'est quasiment la même. Et quand je vois les covers, ça me fait aussi beaucoup penser à Gantz. Juste après Death Note en 2006, Obata va s'associer à Tsuneo Takano pour créer Blue Dragon Ralgrad. L'histoire elle est inspirée du jeu Blue Dragon sur Xbox 360, mais ça se passe dans un univers différent. Je sais pas pour vous, mais quand je regarde les covers, on est vraiment dans une patte Hikaru no Go mélangée à du Death Note. L'intrigue elle se déroule dans un monde où les humains sont menacés par les Kage. Kage ou Kage, je suis désolé, je sais pas du tout comment ça se prononce. C'est des créatures maléfiques qui proviennent du royaume des ténèbres et qui parasitent les êtres humains. La reine Obscuria, souveraine des Kage, mène une guerre sans merci contre l'humanité. Dans ce contexte, Ral, qui est le fils du roi de Suferite, il naît en partageant son corps avec une Kage légendaire qui est nommée Grad. Je vous passe toute l'intro, mais en gros ils vont s'associer pour aller botter les fesses de la reine Obscuria et ils vont rencontrer d'autres humains qui sont aussi liés à des Kage. Les Kage se distinguent en plusieurs types. Les First qui sont des parasites qui nécessitent l'accord de leur hôte pour se manifester. Il y a les Seconds qui dévorent leur hôte pour prendre le contrôle de leur corps. Les Third qui sont indépendants et autonomes. Et les Friends qui sont une fusion spéciale rare entre un humain et un Kage et qui permettent à l'hôte de bénéficier des pouvoirs du Kage. Le héros dans Blue Dragon, il est capable de réaliser cette fusion spéciale. C'est un pur shonen qui explore des thèmes comme la coexistence entre humains et entités surnaturelles et qui se distingue par son univers riche et ses personnages complexes. On continue avec les œuvres méconnues avec School Judgment, qui est un shonen né de la collaboration entre Takeshi Obata et Enoki Nobuaki. Initialement, ça a été prépublié en ligne dans le Jump Live, et la série elle a été redessinée par Takeshi Obata, et elle paraît dans le Weekly Shonen Jump entre 2014 et 2015.
L'histoire elle se déroule dans un futur proche où pour enrayer les problèmes de persécution et de châtiment, le gouvernement japonais a introduit dans les programmes d'enseignement 1 heure de tribunaux scolaires. L'histoire elle tourne autour de Abaku Inugami qui est un avocat dans ces tribunaux scolaires. Il y a tout un mystère autour de son passé et de l'effrayant procès du sang. D'après Le Monde qui ont fait un article sur le manga, l'histoire c'est un mix entre Détective Conan pour l'aspect enquête et Battle Royale pour l'aspect moral. Il y en a aussi qui l'ont comparé à PCP, l'œuvre fictive dans Bakuman. On est encore dans une œuvre au scénario très original et comme vous pouvez le voir, le dessin d'Obata il est toujours aussi kiffant. Rien que de voir les covers, j'ai envie de le lire. On va maintenant parler de l'œuvre qui m'a le plus accroché parmi celles qu'on vient de voir, c'est Platinum End. Pour ce manga, Obata il va retrouver son acolyte avec qui il a déjà pondu 2 classiques, Tsugumi Oba. Dans ce manga, qui n'est pas si loin que ça de Death Note, on suit Mirai Kakehashi, un jeune homme sur le point de mettre fin à ses jours et qui reçoit les pouvoirs d'un ange qui vient le sauver pour participer à une compétition où 13 élus doivent s'affronter pour devenir le nouveau dieu. En fait, chaque personnage il est accompagné par un ange en particulier qui lui confère des pouvoirs différents, comme par exemple des ailes qui permettent de se déplacer ultra rapidement, des flèches rouges pour faire tomber amoureux n'importe qui, ou encore des flèches blanches qui peuvent éliminer celui qui la touche. Contrairement à Death Note qui traitait de pouvoir et de justice, dans Platinum End on explore la notion de libre arbitre et le sens de l'existence. Graphiquement, Obata il adopte encore un style réaliste, voire même plus que dans Death Note. Les designs des anges y sont d'une finesse incroyable et la mise en scène des combats elle mêle violence et contemplation. Le manga il a divisé les fans, non pas à cause de son esthétique qui est irréprochable, mais à cause de l'histoire qui a été critiquée pour son rythme inégal et une fin qui est jugée moins percutante que celle de Death Note. Dans cette œuvre, Obata il veut explorer de nouveaux horizons. Il veut proposer un thriller psychologique avec une grande place donnée à la spiritualité. Le manga il est prépublié de manière mensuelle dans le Jump Square entre 2015 et 2021, puis compilé en 14 tomes. Chose rare, la version française est publiée chapitre par chapitre en simultané avec le Japon, puis en volume relié par Kazé. Il y aura aussi une adaptation en animé diffusée entre 2021 et 2022. Je vous conseille d'aller y jeter un œil, c'est vraiment pas mal. Pour finir sur les œuvres moins connues d'Obata, je vous propose de checker Showa Shoten, sa dernière œuvre en date est toujours en cours de publication. Pour le scénario, il va s'associer à Akinari Asakura, qui avait pondu plusieurs petits succès et qui finalement est contacté par la Shueisha pour bosser avec Takeshi Obata. La série elle est publiée au Japon depuis 2021 dans le Jump Square de la Shueisha, comme Platinum End. Cette fois-ci, Obata il travaille sur une œuvre comique. L'histoire elle suit 2 lycéens passionnés de comédie. Azemichi, un adolescent timide qui écrit anonymement des blagues pour des émissions de radio, et Taiyo, un ancien enfant acteur extraverti. Après avoir découvert le talent d'Azemichi, Taiyo il le convainc de former un duo comique. Ensemble ils créent le duo One Way Ticket to the Top et aspirent à devenir les meilleurs humoristes du Japon. Encore une fois, c'est un scénario super original pour un manga, et comme dans Bakuman, on a affaire ici à un duo. Obata il nous montre encore une fois qu'il est tout terrain et qu'il peut adapter son trait à n'importe quel type d'histoire. L'une des marques de fabrique de Takeshi Obata, c'est son évolution constante en tant que dessinateur. Contrairement à plein de mangaka qui conservent un style fixe, Obata il a su adapter et affiner son trait pour correspondre au genre qu'il illustre. Son niveau de détail, son sens du mouvement et sa mise en page cinématographique, c'est devenu des références dans l'industrie. Ses premiers travaux comme Cyborg Jishanji possédaient un style humoristique inspiré des codes classiques du shonen des années 80. Avec Hikaru no Go, il adopte une approche plus réaliste en mettant l'accent sur les expressions faciales et les émotions subtiles. Le personnage de Sai, avec ses vêtements de l'époque Heian, démontre aussi une capacité à reproduire des designs historiques complexes. Avec Death Note, Obata il atteint un niveau de maîtrise impressionnant. Il joue sur les contrastes entre ombre et lumière, utilise des plans serrés pour accentuer la tension et il perfectionne les expressions faciales minutieuses. Il innove également dans le design des personnages, avec Kira qui est élégant et calculateur, tandis que elle est volontairement désordonnée et excentrique, contrastant avec son intelligence. Dans Bakuman, il adopte un style plus léger et fluide, il va privilégier des dessins plus épurés et expressifs pour correspondre au ton plus réaliste du récit. Platinum End, quant à lui, pousse son souci du détail encore plus loin, notamment dans la représentation des anges et des scènes célestes, où l'utilisation des textures et des jeux de lumière est particulièrement marquée. Grâce à cette évolution constante, Takeshi Obata c'est aujourd'hui l'un des mangaka les plus respectés pour son talent de dessin. Il a également joué un rôle clé en tant que mentor pour la nouvelle génération de mangaka, et parmi ses anciens assistants, il y a par exemple Kentaro Yabuki, le créateur de Black Cat, ou encore Yusuke Murata, le dessinateur derrière Achille 21. Ils ont tous reconnu l'influence déterminante d'Obata sur leur parcours artistique. Takeshi Obata, c'est l'un des mangaka les plus influents de sa génération. Son style artistique distinctif, caractérisé par des dessins détaillés et une mise en scène cinématographique, a redéfini les standards du manga moderne. Des œuvres comme Hikaru no Go, Death Note et Bakuman témoignent de sa capacité à collaborer efficacement avec des scénaristes talentueux et offrir des récits captivants qui ont marqué des millions de lecteurs à travers le monde.
Son influence, elle s'étend également à travers les générations, ayant été le mentor de mangaka renommés tels que Nobuhiro Watsuki, Kentaro Yabuki et Yusuke Murata. Obata, il continue d'explorer de nouveaux horizons, comme en témoigne sa dernière collaboration avec Akinari Asakura sur Showa Shoten. Son héritage durable et sa capacité à se réinventer assurent à Takeshi Obata une place prépondérante dans l'histoire du manga. Voilà pour le grand Takeshi Obata. J'espère que vous avez kiffé la vidéo sur ce mangaka exceptionnel. Comme d'habitude, on n'hésite pas à commenter, à liker et à s'abonner. La chaîne fait que grandir et ça fait toujours très plaisir de vous lire en commentaire. N'hésitez pas à me dire non plus s'il y a des mangakas en particulier que vous voulez que je fasse. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.